Bienvenue, comment tu vas? Merci, bonjour. Bonjour Assina. Bonjour à tous. Oui, bonjour, je ne sais pas s'il y a des personnes en ligne. Bah, faites-nous un coucou. On va, on va avoir une merveilleuse conversation. Je pense qu'on a tellement de choses à partager, toi et moi, Anna. Enfin, Oui, alors j'espère que j'espère que tu me vois et que tu es à l'aise par le son parce que je suis à l'extérieur. Tu dois entendre les oiseaux. Il y a peut-être un peu de vent. Et puis tu vois, je suis sur mon téléphone portable parce que j'ai un bug avec mon ordinateur. Voilà. donc, Mais moi aussi, j'ai hâte. En pour moi, fait, ouais, j'ai dites-nous, hâte aussi ouais, de cette rencontre. dites-nous en commentaire si le son est bon de votre côté. Déjà qu'il y a une personne en ligne. Je ne sais pas s'il y a des personnes. Il y a d'autres personnes. Est-ce que je peux aussi, moi, le partager? Comment je fais pour le partager? Oui, alors tu vas sur ma page. Alors, attends, je m'excuse, je quitte mon écran, 30 secondes. Je vais sur ta page. Ça y est, je l'ai. Et là, je fais Et tu fais bonjour. partager. Ah, ben, je vois, il y a Valérie qui s'est connectée. Merci. Et je fais partager. Ouais. Démarrer une séance vidéo. Yes, it's working. C'est merveilleux la technologie quand même. C'est génial. C'est top, top, top. Bon, bah écoute, merci en tout cas, Sina, ouais, pour l'invitation. Je pense qu'on a énormément de choses à se dire et je trouvais que c'était enfin, voilà, ton initiative de partager toutes les deux la thématique du leadership et de la transmission. Ça, forcément, ça a vachement résonné pour moi, quoi. Avec grand plaisir, merci d'être là. Écoute, c'était vraiment une rencontre informelle, enfin, l'envie du cœur, de tout, de plein de choses que nous partageons déjà toutes les deux. Et puis en particulier sur ce sujet qu'on a défini ensemble, leadership et transmission. Pour commencer, est-ce que tu aurais envie, très simplement, de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Voilà. Alors ça, c'est une question ontologique, mais je vais répondre très rapidement, du coup, et simplement, le plus simplement possible. Moi, je suis une maman de deux petites filles merveilleuses. Je viens d'avoir 39 ans, donc j'entame ma 40e année. Ouais. J'ai un parcours de 20 ans en entreprise dans des postes à responsabilité sur notamment des enjeux de performance. Et puis un jour, le déclic, je suis passée de l'autre côté je suis passée du côté de la force lumière plutôt que la force obscure, tu vois. Et j'ai commencé j'ai commencé à me former en coaching d'organisation. J'accompagne aujourd'hui les entreprises sur du coaching systémique. Et je suis également thérapeute, notamment spécialisée en psychogénéalogie. Donc, le lien, c'est bien effectivement la systémie, qu'elle soit individuelle ou collective. Voilà, quelques mots. Et toi, du coup, Assina, est-ce que tu veux bien te représenter? Tiens, je serais curieuse, ouais, parce qu'on se connaît, mais finalement, c'est toujours intéressant ouais, d'entendre les mots-clés que tu vas sortir en parlant de toi. Oui, c'est vrai. C'est toujours un exercice particulier de devoir se définir en quelques mots. Puis moi, j'ai un grand problème à rentrer dans les cases, si tu veux. Mais écoute, je te rejoins dans ta prononcé le mot lumière. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Je crois que j'ai fait un cheminement vers la lumière, en gros, personnellement, professionnellement. Dans ce cheminement, il y a eu forcément certaines zones d'ombre, etc. Et il y en a encore, et je pense toujours. Et ce cheminement vers la lumière, ça m'a amené à me connaître, à découvrir des parties de moi que je ne connaissais pas forcément, des parties de moi que je n'acceptais peut-être pas forcément. Et puis, dans ce cheminement, j'ai découvert le goût de l'accompagnement moi-même, dans l'envie de transmettre un certain parcours par lequel je suis passée. Et puis, très concrètement, aujourd'hui, j'accompagne alors des femmes essentiellement, pas exclusivement, qui se tournent ou qui se développent le côté entrepreneuriat. Donc, il y a l'aspect de l'entrepreneuriat très technique, très factuel, très pratique,
Mais finalement, ce qui m'intéresse de transmettre aussi, c'est l'aspect de croissance personnelle qui va avec ça. Ouais, je te rejoins là-dessus. Tu vois, l'entrepreneuriat, bah, ça, on va en parler sur notamment la transmission transgénérationnelle parce que lorsqu'on a finalement lorsqu'on a un héritage entrepreneurial issu de nos grands-parents et grands-parents, on peut se sentir parfois beaucoup plus légitime que lorsqu'on se retrouve dans une démarche d'entrepreneuriat qui est en rupture familiale, donc avec des énergies contradictoires auxquelles on peut être conscient et sur lesquelles du coup il faut travailler. Donc dans ton cas justement, quand tu me parles d'entrepreneuriat, est-ce que par rapport à ton parcours, c'est un héritage qui a été transmis de génération en génération? Alors, oui, certainement, il y a une part, c'est intéressant, il y a une part d'héritage, effectivement. Je pense, moi, j'ai 2 parents qui ont travaillé d'une profession libérale. Donc, oui, pour moi, il y a déjà eu cette transmission-là. Et puis, de manière très personnelle, je me suis, en fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours senti cet élan d'entreprendre, de faire quelque chose. Pour moi, hein, tout d'abord, ça venait de là, de l'élan vraiment de définir quelque chose pour moi. Et quand je parle de ça avec toi, tu sais, un autre mot qui me vient, c'est qu'il y a l'identité aussi. Pour moi, l'entrepreneuriat, il y a un chemin, il y a une quête d'évolution d'identité là-dedans. Et ça résonne juste enfin, là maintenant, je sais que cette notion d'identité, elle est importante pour toi aussi. Ouais, ça a été un vrai chemin. C'est un vrai chemin et ça continue à être un chemin identitaire. Tu vois, par rapport à... Je parlais de l'entrepreneuriat parce que finalement, derrière l'entrepreneuriat, on y associe souvent, et j'en parle volontairement aujourd'hui parce que la thématique qui nous réunit toutes les deux, c'est le leadership. Et dans le leadership, il y a aussi effectivement la prise d'initiative, il y a l'audace, l'action, qui sont des qualités inhérentes au leader. Un leader, il y en a d'autres évidemment, mais en tout cas, il y a celle-ci aussi. Et derrière, entreprendre, c'est effectivement finalement prendre des décisions, se mettre en action, se mettre en mouvement. Et c'est pas toujours uniquement créer sa propre boîte. On peut aussi parler d'entreprendre au sein d'une entreprise, au sein d'un système. Entreprendre dans un système familial aussi, ça c'est possible. Donc effectivement, c'est un questionnement pour moi qui se transmet, voilà, de génération en génération. Est-ce qu'on va être plutôt dans une démarche d'entreprendre ou est-ce qu'on va être plutôt dans une démarche de suivre le mouvement? Et dans les deux cas, c'est OK, attention, c'est plutôt d'être en conscience de ça. Oui, exactement. Et puis, oui, j'aime bien quand tu parles de la possibilité d'entreprendre au sein d'une entreprise, en fait. Moi, je parle d'intrapreneuriat. Oui, exactement. Ouais. Il y a différentes formes. Et il y a aussi, pour moi, la capacité, déjà, tout simplement, d'entreprendre ta vie. Et là, pour moi, ça rejoint exactement le leadership, dans cette capacité à prendre en main, prendre en charge tes rêves, tes projets, tes ambitions, etc. Donc, ouais, pour moi, ça brosse large. Il y a l'entrepreneuriat qui peut prendre une forme très factuelle dans un business. Mais là où, je rejoins moi particulièrement dans mon accompagnement, et je pense que là, on se rejoint les deux aussi, ça part de quelque chose de soi, qu'on a envie après qu'on peut en tout cas se permettre d'apporter au monde, d'incarner, de transmettre plus loin. On est dans ce sujet-là. Alors justement, parce qu'on parle de leadership et de transmission. Le leadership, pour toi, alors moi je vais effectivement partager ma position là-dessus parce que la transmission, vous l'avez compris, et c'est aussi mon métier en tant que psychogénéalogiste, hein, finalement, c'est le travail, tu vas aborder finalement l'histoire familiale, la transmission transgénérationnelle, intergénérationnelle, tu vois la différence entre les deux, hein.
pour… c'est quoi la différence, justement, pour les personnes qui nous écoutent? Ouais. Alors, l'intergénérationnel, ça va être effectivement le lien qui est le lien du vivant, donc avec les parents, avec les grands-parents. Et le transgène, on est vraiment en train d'aborder finalement, alors on peut parler parfois de karmique aussi, hein. En tout cas, c'est l'intangible dans les liens familiaux. Ce sont des arrière-grands-parents, des ancêtres auxquels qu'on n'a pas forcément rencontré de son vivant. Et qui pourtant nous ont transmis probablement des valeurs, des croyances, des charges aussi, des traumas qui n'ont pas forcément été réglés, etc. Voilà, des ressources. J'en parle parce que c'est très important. Et le leadership, c'est une ressource qui peut avoir été potentiellement transmise aussi de génération en génération. Ok. Donc, quel est le lien que tu fais avec ça, en fait? Si je comprends, c'est que et c'est le chemin que j'ai pris moi-même, c'est le chemin que je transmets aussi à ma manière. Quand je t'écoute, c'est que, bon, si on en revient à cette notion de leadership, il peut y avoir ce leadership, ce potentiel pour moi, il est là, il peut être présent, il est présent, mais il pourrait y avoir des blocages, des entraves qui peuvent venir de ces, je sais pas comment tu appelles ça, de mémoire, de charges transgénérationnelles, etc. Alors là, tu touches à un point fondamental qui nous permet finalement à tous et toutes, même si effectivement j'accompagne aussi essentiellement les femmes au niveau du leadership au féminin, mais j'accompagne les gens, les individus au niveau de la psychogénéalogie, que ça soit, peu importe les genres finalement. Tu touches à un point fondamental de l'accès au leadership. Et c'est-à-dire les croyances, la charge mentale, les biais inconscients qu'on peut avoir récupérés de l'inconscient familial. Donc ça, pourquoi c'est fondamental? Parce que finalement, avoir accès à ces blocages permet aussi de travailler sur des ressources pour pouvoir déverrouiller toutes ces potentialités qu'on a. Tu vois, tu disais tout à l'heure très justement, le leadership, en tout cas, j'ai compris que tu l'as dit comme je l'ai compris comme ça. Le leadership, c'est aussi avant tout le leadership de soi. Et effectivement, c'est très difficile d'aller inspirer des gens, d'aller mettre en mouvement des gens, de pouvoir transmettre des choses, des valeurs, des croyances, si finalement tu ne te leads pas toi-même, si tu ne t'inspires pas toi-même. Je pense que c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est une des bases aussi de la confiance en soi, de l'estime de soi, etc. Donc, ce sont là, on est en train de parler des premières strates du leader qui est assertif, qui se positionne en tant que leader. Et donc, un des points fondamentaux pour moi, c'est de travailler effectivement sur toutes ces transmissions de croyances, de mythes aussi familiaux. Alors, toutes les deux, il y a une chose qui nous réunit aussi, c'est la culture malgache, la culture africaine, entre autres. On en a d'autres, mais il y a aussi celle-ci. Donc, si tu me permets, peut-être qu'on peut l'utiliser comme exemple, parce que c'est celle que je connais aussi le mieux, et avec la culture française et la culture indienne. Donc, par rapport je parle de mythe familial parce que on sait à combien, effectivement, dans les cultures, notamment indiennes, dans la culture aussi malgache, la femme est une femme, attention, parce qu'on est dans une société matriarcale, avec une femme, la position de la femme qui est là, par contre, qui travaille au service des autres. Elle se met au service de son conjoint, de son compagnon, mais surtout au service de sa famille. Ça, c'est une croyance, c'est un mythe familial qui est transmis de génération en génération. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que du coup, la difficulté qu'ont les femmes, notamment qui sont issues de ces cultures-là, j'aime pas le mot soumission, tu vois. Aujourd'hui, c'est encore difficile pour moi de mettre ce mot. La difficulté, c'est du coup c'est le marketing de soi, c'est d'être capable finalement de prendre la lumière, de se mettre en avant, de s'affirmer avec individualité, avec son propre fonctionnement de pensée cognitif. Ça résonne pour toi? Oui, ça résonne. Si tu veux, ce qui peut être délicat des fois, et même moi, à mettre des points de compréhension là-dedans, en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que sans le vouloir, sans le savoir, on va perpétuer certaines choses. C'est ça, en fait.
Hmm. Même si avec toute la bonne volonté du monde, on aurait envie de mettre en place un modèle individuel particulier, un choix de vie particulier. Ouais. Il y a des choses qu'on transporte. Est-ce que c'est malgré nous ou est-ce qu'on a fait ce choix? C'est ça qui est intéressant aussi. Quel est ton point de vue? Ah, ah oui, c'est le fameux, tu sais, la conscience de ce qu'on est, le libre arbitre, le choix subi ou le choix choisi, c'est ça. Ouais. C'est hyper intéressant parce que il y a une chose qui est importante, c'est de comprendre qu'effectivement, alors l'inconscient familial, il a un seul objectif, c'est qu'on n'oublie pas ce qui se transmet. Vraiment, il va lutter en permanence pour que les choses qui se sont créées dès le départ dans la famille, dans l'histoire familiale, ne s'oublient pas. Je parle aussi beaucoup de survie du clan, tu vois, parce que tout à l'heure, on parlait de rupture familiale, parce que finalement, si on commence à rentrer dans le psychosocial et le leadership notamment, c'est aussi du psychosocial. Quelqu'un qui va rentrer en rupture, qui va finalement choisir un métier différent de ce qui a été transmis de génération en génération, il va se retrouver en rupture familiale par rapport à la valeur métier, à la valeur professionnelle, à la valeur du travail. Et donc, il va se retrouver dans des énergies contradictoires, typiquement des énergies d'échec, tu vois, une énergie d'échec un peu récurrente. Tu as beau essayer, tu luttes, tu sens, mais tu n'y arrives pas, quoi. Tu vois, tu as envie, mais tu n'y arrives pas. C'est ce que j'appelle les énergies contradictoires. Donc, quand tu es en conscience de ça, bah, ça se travaille. En fait, il y a des étapes de déverrouillage pour finalement, en fait, c'est une espèce de deal que tu vas faire avec l'inconscient familial, tu vois. Parce que se rappeler d'une chose, l'inconscient familial, il a un seul objectif, la survie du clan et la pérennité de la mémoire familiale. Donc, si tu te mets en rupture avec ça, en fait, tu vas patauger, quoi. Hein. Tu vas toujours être un peu en énergie d'effort, tu vois. Ok. Donc, est-ce qu'on a... donc, voilà, subir ou choisir, c'est une vaste question. Okay. Tu sais, ouais. tu as parfois l'impression, tu n'as pas parfois cette impression de te dire, ouais, mais en fait, là, je suis sûre de moi, j'ai décidé. Par exemple, j'ai choisi mon métier envers et contre tout. Tu vois, on a vraiment l'impression parfois d'être en délire. Par exemple, je te donne un exemple très concret là. J'ai une personne que j'accompagne et qui me dit, donc une femme, et qui me dit, oui, mais moi j'ai choisi mon métier. Ce sont pas mes parents qui ont décidé. Et donc, en fait, en y travaillant un petit peu, on se rend compte que même en pensant qu'elle est en déloyauté, elle reste en loyauté. C'est-à-dire que ça reste, l'énergie est là. C'est-à-dire elle a choisi ce métier pour pouvoir finalement contrer l'énergie familiale. Donc, on reste en loyauté, en fait. Ok. Ce que tu dis, en fait, c'est qu'on peut s'imaginer être en réaction ou se dire, moi, je construis mon truc. Mais dans cette énergie de réaction, on va au contraire nourrir la... Il y a une tension qui va continuer à persister avec la loyauté, en fait. C'est ça? Alors, il y a une tension qui persiste ou tout simplement, même en ayant choisi un cursus qui est complètement différent de l'inconscient familial, enfin de la famille, on se retrouve dans tous les... Il y a une raison, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va se retrouver en rupture de lien? Il y a une raison qui circule. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de 5% de libre arbitre par rapport à l'inconscient familial. Et je dis 5% parce que je suis optimiste et que j'y crois et que je pense qu'on peut travailler très fortement sur la déprogrammation de certains programmes qui nous rendent malheureux et qui ne nous permettent pas de nous épanouir complètement. Du coup, tu sais, par rapport au sujet là qu'on a choisi toutes les deux, c'est un peu... c'est à la fois impertinent et c'est tellement juste, mais je suis en train de me dire moi-même dans cette notion de leadership là, quand tu dis 5%, pour moi, ça me... Ah, ok, d'accord. Mais je l'accepte, enfin, je le conçois. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Et dans cette notion de leadership, c'est accepter finalement cette marge-là, qu'on est en train, on porte quelque chose, on a quelque chose à transmettre. Oui, oui. Et à partir du moment où on l'accepte finalement, et pour moi, ça
rejoint aussi ma conception des choses, de la vie, qu'on fait partie d'un tout. Une fois qu'on l'accepte, qu'on n'est pas un élément, on ne peut pas vivre en se considérant comme un élément à part. À part, je suis totalement d'accord. On fait partie d'un tout, on fait partie d'une histoire familiale, d'une histoire culturelle, d'un pays, etc. Et pour moi, le leadership, il intervient exactement à cet endroit où j'accepte de faire partie de ce tout-là. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça à ma manière? Parce qu'effectivement, tant qu'on va rester dans la réaction, tant qu'on va rester dans une illusion de séparation, ça ne matche pas, ça ne joue pas en fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est tellement ça. Alors attends, il y a un avion qui passe. Mais c'est tellement ça, en fait. J'adore ce que tu viens de dire parce que c'est ce que j'essaie de transmettre aussi, tu vois. Et d'ailleurs, je rattache du coup le leadership à la connaissance de soi et à l'identité. Parce qu'on existe à travers un tout. Essaye de mettre une personne seule, à part si elle se retrouve devant un miroir, en fait, elle ne va pas avoir de substance que dans un système ou dans un environnement qui la voit. Tu vois. D'ailleurs, là, on touche aussi certains besoins, reconnaissance, etc., qu'il faut travailler parfois. Mais ça résonne totalement ce que tu me dis. Et c'est pour ça que l'approche systémique, qu'elle soit en entreprise ou individuelle à travers la psychogène, c'est vraiment une approche qui me booste, quoi. Alors ça, on pourra en reparler encore une autre fois parce que justement, chaque fois, tu travailles beaucoup. Quand tu parles de systémique, tu travailles sur la résonance, justement en entreprise. Alors, je ne sais pas si, quoique, on a le temps, on va prendre le temps. Est-ce que tu aurais envie d'expliquer ça? Comment est-ce que tu amènes ça? C'est quoi qui est important pour toi là-dedans, dans cette systémique et dans cette résonance au sein d'une organisation, d'une entreprise? Alors, puisque tu me tends la perche, mais en fait, tu sais, ça a été une évidence pour moi. D'ailleurs, le point de départ de l'histoire de la psychogène, c'est d'abord arrivé pour moi de l'entreprise, puisque c'était mon terrain de jeu au départ. Ça, c'était une croyance d'ailleurs, tu vois. Entre parenthèses, j'ai été convaincue pendant très longtemps que mon point d'ancrage, mon point de structuration et de solidité, c'était uniquement l'entreprise. J'avais l'impression que j'étais perdue si j'avais pas de job ou si j'avais pas de terrain de jeu entreprise, tu vois. C'est vrai que je m'étais mise une espèce de croyance qui était que oui, je suis forte parce que j'ai un métier dans une entreprise. Donc, je l'ai forcément travaillé, cette croyance, pour aujourd'hui être entrepreneur, détachée en tout cas de l'entreprise. Et comment j'ai réussi à le faire? Parce que je me suis recréé mon propre système autour de l'entrepreneuriat. Et donc, un système qui résonne aussi autour de moi par rapport à ce que je fais aujourd'hui, le leadership au féminin, la psychogène, etc. Et je parle beaucoup de résonance des organisations parce que je l'applique aussi finalement à la résonance que nous avons tous en tant qu'individus. Et là, j'entends notamment les vibrations qu'on va renvoyer. On parle beaucoup du pouvoir de l'attraction. On attire ce qu'on est. Et en fait, pour moi, une organisation aujourd'hui, elle attire aussi des collaborateurs qui lui ressemblent à chaque instant. Là, on parle vraiment là beaucoup en quantique du temps quantique, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vont se retrouver dans des organisations toxiques. Ça a été mon cas. Pendant longtemps, je me suis retrouvée dans des orgas toxiques et je ne comprenais pas. Et en fait, c'est parce que j'émettais encore des vibrations. Alors, j'ai fait un sacré travail sur moi. J'émettais des vibrations, finalement, de posture, de victime par rapport à ma propre vie à moi, mon schéma à moi. Et c'est en ça que je me parle de résonance, parce que finalement, je crois que ça se résume en une phrase, on attire ce que l'on est. Et on renvoie ce que l'on a. Tu vois. Et l'organisation, pour moi, c'est un vrai travail de résonance à faire aujourd'hui parce que tu as beaucoup d'organisations qui sont en échec au niveau humain par rapport à ces vibrations qu'elles vont renvoyer, en fait, tu as une espèce de capital psycho-émotionnel qui se cumule dans les orgas et qui fait que ça renvoie de plus en plus des vibrations qui ne sont pas toujours saines.
et qui font que de toute façon, ça va renvoyer de la toxicité aussi et donc de la déperformance, perdition de la performance, etc. dans les organes. Okay. Je ne sais pas si c'était clair, parce que je me suis emballée là sur un sujet qui me passionne. C'est intéressant. Et en fait, comme tu dis, l'image que j'ai, c'est que tant que ici encore, hein, on parle de charge pour une personne, Ouais. il y a une charge émotionnelle, mais pour une entreprise aussi, il y a une certaine charge émotionnelle aussi, énergétique, etc., qui peut s'accumuler en fait au fil du temps. Et tant que ça n'est pas adressé, tant que ça n'est pas nettoyé, eh bien, ça va continuer à perpétrer ici aussi un certain système. C'est ça en fait. Mais tu sais, alors je ne sais pas si tu as des personnes qui font de l'IT qui m'écoutent en ce moment, mais tu vois, un ordinateur, souvent, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va écraser des softwares, des logiciels, et on va en mettre des nouveaux. Et en fait, souvent, au bout de quelques années, l'ordinateur, il bug, quoi. Enfin, il explose parce qu'il a trop de couches de logiciels qu'on a uniquement écrasées, mais qu'on n'a pas effacées. C'est hyper, tu vois, si je dois donner une métaphore. Parce que de toute façon, attends, je vois que l'image a coupé. Et c'est en ça, quand tu parles de couches émotionnelles, en fait, l'organisation, elle a une histoire. L'entreprise a une histoire qui commence d'ailleurs par son fondateur. Et ça, quand je parle effectivement d'une entreprise, je commence par m'intéresser au fondateur. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du fondateur? Qu'est-ce qui a fait? Quelle était l'intention de départ? À quel moment est-ce que l'intention a dévié? Pour quelle raison? Etc. etc. Alors, c'est un aspect que j'accompagne aussi effectivement dans mon accompagnement. Et puis, c'est cette notion que quand tu disais exactement tout à l'heure, on attire ce qu'on est. Et on attire certains clients. Et c'est là où c'est important quand on prend conscience de ça, quand on amène cette conscience-là, et qu'on met de la compréhension, de la clarté là-dedans, que ce soit les clients, que ce soit un certain revenu, un certain mode de fonctionnement dans ton entreprise, etc. Quand tu mets la conscience sur ça, que tu es créateur de ça, en fait. Après, tu peux amener les changements. S'il y a changement, il y a besoin. Oui, merci. Tu vois, je pensais à une chose, pour revenir au leadership tout à l'heure et à la transmission. Je parlais donc de la transmission par rapport à sur plusieurs générations. Et il y a notamment, donc on a parlé de la posture de l'individu, de la place notamment de la femme dans le système familial. Ça peut être aussi évidemment la posture du masculin, attention, parce que tu as beaucoup d'hommes aujourd'hui qui subissent une pression par rapport à la réussite, un rapport au pouvoir. Alors on pourra parler, on n'aura peut-être pas le temps aujourd'hui, mais le rapport à l'argent, qu'est-ce qui a été transmis comme valeur par rapport au pouvoir, à l'argent dans le mythe familial? C'est hyper intéressant comme questionnement. Donc certains hommes aussi sont en souffrance par rapport à leur masculin, qui répond pas toujours finalement aux attentes inconscientes de la psyché familiale. Mais par rapport à la transmission et au leadership, donc dans une des ressources auxquelles un bon leader, pour moi, doit avoir recours, c'est la confiance en soi. On en parlait tout à l'heure. Et c'est intéressant de se poser la question de la place de la confiance en soi par rapport à ce qui a été transmis de génération en génération. Et à commencer déjà juste par sa propre histoire par rapport à ses parents. Comment est-ce que tous les besoins fondamentaux ont été nourris, tu vois? Et si ça n'a pas été le cas, comment est-ce qu'on peut y remédier aujourd'hui? Est-ce que les blessures qui ont été transmises aussi ont été réparées pour finalement accéder à cette confiance en soi et donc accéder à toutes ces potentialités qu'on a, on l'a compris toutes les deux, au fond de nous, à travers, pour moi, on a tous un leadership au fond de nous. Voilà. Ce que tu dis là, ça me fait penser à une chose très simple, en fait, qu'on pourrait avoir tendance à oublier, c'est que ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de leadership, mais derrière un entrepreneur, derrière un leader, il y a une personne humaine. Il y a une personne humaine qui a certaines blessures, qui a certains défis.
mais qui a son humanité aussi. Oui. Moi, le leadership qui, moi, me plaît, me fait vibrer, m'intéresse de transmettre, c'est aussi dans cette humanité-là qui, pour moi, est là, est présente. Alors, il pourrait être caché, on pourrait croire qu'il n'existe pas, ou enfin, j'en sais rien. Il pourrait y avoir des tas de croyances ou de charges émotionnelles, ici, qui nous empêchent d'y accéder. Mais cette humanité, elle est là. Absolument. Absolument. Je suis d'accord avec toi et je crois que je crois qu'il faut commencer par là, en fait. Alors, comment toi, tu fais concrètement pour les personnes qui écoutent cette vidéo? Comment on fait pour sortir de tout ça? On a parlé dans cette idée de transmission, on a parlé des ancêtres, ça peut être aussi les relations qu'on aurait pu avec les parents, ce que ça a pu avoir comme conséquences, etc. Totalement, oui. Concrètement, comment est-ce qu'on amène ça? Comment est-ce qu'on fait si on travaille avec toi pour se libérer de tout ça? Alors, du coup, moi, j'utilise un des outils. Alors, je fais du coaching aussi, hein, donc notamment tout ce qui est analyse transactionnelle et PNL. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, pour moi, la psychogène, ça a été... en tout cas, je mets le coaching au service de la psychogénéalogie. C'est en train de s'inverser, tu vois. Je pense aussi sur mon syndrome de l'imposteur sur ce point-là. Donc, c'est bien, c'est pas mal, parce que je gagne aussi en confiance en moi là-dessus. C'est un nouveau métier, hein, la psychogène. Ça fait 2 ans que j'ai touché la psychogène, que je me suis formée, et ça fait 1 an que j'exerce. Donc, c'est nouveau. Ça, c'est intéressant. On pourra en parler aussi de cette croyance que parce qu'on n'est pas complètement high level formé, on peut pas commencer à bosser. Mais comment je fais? En fait, chaque histoire est unique. Ça, c'est hyper important. Je peux pas faire de copier-coller par rapport à la personne que je vais avoir en face de moi. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est un être humain avec son histoire. Donc, je vais évidemment aborder cette histoire avec la personne et avec quelle est l'intention, quelle est la demande. Parce que c'est hyper important aussi d'avoir... Je me suis aperçue que ce n'était pas toujours facile pour les personnes, les individus que j'accompagne, d'émettre une vraie demande. Et quand ça n'est pas simple, on va plutôt déjà travailler sur les blessures, le besoin de reconnaissance, d'existence qui n'a peut-être pas été complètement affirmé, du coup, nourri en tout cas. Et donc, je vais travailler à travers l'arbre généalogique pour déverrouiller, enlever tous les nœuds, en fait, tous les blocages émotionnels, les traumas, les événements de vie. Bonjour, merci beaucoup. Merci, j'ai un colis. Un cadeau. Ça doit être un cadeau, ouais, parce que ouais, je pense que c'est un cadeau. Surprise. Donc, je vais vraiment déverrouiller, désolée pour l'interruption, tous les nœuds qui vont répondre finalement à cette demande, à cet objectif. Parce qu'on pourrait passer des heures sur un arbre généalogique. C'est passionnant. On pourrait travailler sur tous les schémas de répétition, sur les événements de vie. Mais moi, c'est important d'avoir une structure par rapport à une demande parce que finalement, et là, c'est ma posture de coach et c'est mes 20 ans d'enjeux de performance en entreprise qui reviennent à la surface. Mais je suis très orientée solution et pour moi, ce qui est important, c'est que la personne, elle reparte en disant « Ça y est, quoi, j'ai compris, j'ai la clé !» C'est ça. Tu vois, je crois que c'est hyper important. Et puis, je vais beaucoup travailler avec les actes symboliques divers et variés. Voilà. Est-ce que tu peux donner un exemple, justement? Sur les actes symboliques? Bah, écoute, je réfléchis à l'exemple le plus accessible et le plus acceptable socialement, parce que j'en ai fait quelques-uns. J'en ai fait faire quelques-uns des actes symboliques. Moi, j'en fais aussi. L'acte symbolique, ça l'écriture, en fait. Ouais, alors c'est essentiellement l'écriture. Il y a beaucoup d'écriture, mais je choisis souvent un acte symbolique. Enfin, je le construis avec la personne. Parce que tu as des personnes qui vont être plutôt manuelles, qui vont avoir besoin d'être dans l'action. D'ailleurs, l'acte symbolique a par définition un objectif qui est justement de mettre en mouvement la personne. Donc, déverrouiller, sortir du mental, tu vois. C'est hyper important. Et c'est là que je parle d'ailleurs d'alignement tête-cœur-corps, mais
Oui, l'écriture, la lettre, souvent c'est un point important. Donc le brûler. J'ai aussi, je travaille aussi sur le saladier quand on a des blessures qui sont beaucoup trop fortes et qu'il faut enlever. Tu vois, donc le saladier, ça marche bien parce que tu écris du coup tout ce que tu as envie, tout ce que tu as envie de dégager. Et puis d'ailleurs, je le donne, hein, vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de passer par moi. Ouais. Il y a quelque chose là qui vous bloque par rapport à une charge familiale qui perdure, vous prenez un saladier et évitez le verre parce que c'est pas simple après pour ramasser les morceaux. Et vous écrivez directement dessus, main opposée et sans espace, sans ponctuation. Voilà, vous écrivez à l'univers en fait. Tout ce que vous avez envie de dégager et puis après, vous cassez le saladier et le jetez. Ah, ok. Donc, l'acte symbolique, en fait, si tu veux, si je comprends bien, moi, j'ai mon ancrage aussi avec ça. C'est ce qui Oui. va concrétiser, finaliser ce qui aurait pu être libéré dans l'art. Tu parlais tout à l'heure de nœuds, etc. Donc, c'est un peu la mise en action ou l'ancrage quelque part. C'est ça? Bah, si tu regardes bien, d'ailleurs dans Emotion, tu sais, c'est mettre en mouvement. Hein. Donc quand on parle d'un trauma émotionnel ou d'une charge émotionnelle qu'on a envie de libérer, bah, qu'est-ce qu'on fait pour la mettre en mouvement? Donc c'est en fait derrière l'acte symbolique aussi, il y a l'intention. Ce qui est hyper important, c'est de vivre l'expérience. Vraiment, d'ailleurs, je n'aime pas la suranalyse, même si je suis cérébrale, parce qu'en fait, je l'ai expérimenté et que moi, je me suis rendu compte que ce qui m'avait fait bouger, bah, c'était les actions. Oui. C'était les actes, c'était pas uniquement. Voilà, c'était pas. J'ai fait 10 ans de psychanalyse, j'ai pas bougé quoi. Tu vois, c'est pas ça qui m'a fait avancer. Attention, j'ai beaucoup d'admiration pour la profession que je respecte et qui est importante dans un temps donné, voilà, de parcours. Ok. Ok, intéressant. Et puis, j'avais envie de revenir aussi sur cette notion de demande, parce que je te rejoins sur ça, en particulier par rapport au coaching, effectivement. Moi, je dis, on pourrait passer aussi, que ce soit sur une exploration de son arbre ou tout autre moyen, outil de développement, en fait, d'évolution, on pourrait passer toute sa vie. Et on peut passer toute sa vie à évoluer, etc. Mais c'est là où je fais la différence exactement entre du développement personnel et la pertinence d'une demande qui va guider les prises de conscience, qui va guider aussi les actions à mettre en place. Et c'est marrant parce que c'est important pour moi, c'est intéressant que ça vienne maintenant, mais c'est important pour moi j'en parle déjà assez souvent, mais c'est important pour moi de le poser. Parce que je vois des personnes qui peuvent passer 20, 30 ans même de développement personnel sans que ça change finalement, ça ne change pas finalement grand-chose dans leur vie personnelle, professionnelle. Et ici, pour moi, c'est important de clarifier cette intention-là qui revient à cette demande. Qu'est-ce que tu as envie de changer, en fait? Si on part tout simplement, pour moi, à l'aventure comme ça, c'est donner de l'importance à ce que tu veux créer. Qu'est-ce que tu veux créer, hein, très concrètement? Parce que la finalité, pour moi, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Absolument. Et je rajouterais à ce que tu dis, alors j'ai plus la phrase en tête, mais tu sais, on ne devient pas ce que l'on veut, on devient ce que l'on croit. Et en fait, pour moi, parce que tu as plein de gens qui disent, oui, mais j'ai demandé, oui, mais est-ce que tu y as cru? Est-ce que tu as vraiment cru à ce à quoi tu demandais? Et c'est fondamental pour moi parce que du coup, ça te met en énergie de réussite de ce que tu veux mettre en place. Tu vois, derrière la demande. Et puis, je reviens aussi à ces histoires de nœuds par rapport au sujet qu'on a choisi toutes les deux. Moi, je vois ces nœuds, en fait, une fois que tu les dénoues, ce dont on parlait tout à l'heure, ça permet de laisser circuler cette énergie de la famille. Enfin, tu disais tout à l'heure, il y a quelque chose, je ne sais plus comment tu as mis ça en mots.
enfin, tu n'as pas parlé de clan ou tribu, mais il y a quelque chose qui est fait pour être... La survie planique. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu disais comment? Sympa ce camion là, il a décidé de rester à côté de chez moi. C'est bon. Ça y est. Oui, tu parlais de la survie planique. Ouais. Pour continuer, en fait. C'est ça. Exactement, la survie. En fait, il va faire tout pour perdurer, les croyances, le système familial. Quand tu es en conscience de ça, tu comprends beaucoup de choses sur toutes les énergies contradictoires sur lesquelles tu peux. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas trop m'éloigner du sujet parce qu'aujourd'hui, les gens qui se sont connectés ont peut-être envie plutôt de parler de leadership et transmission, mais d'ailleurs, il y a transmission quand je parle de croyances. On parlait tout à l'heure de la position de la femme dans la société, la posture, du coup, pas de soumission, encore une fois, mais plutôt de second, d'exécutante, d'accord, de se mettre au service d'eux et pas d'accepter que les autres puissent se mettre au service de soi, parce que le leader aussi, c'est ça. Dans le mythe familial, de génération en génération, c'est l'homme qui travaille, par exemple, et la femme qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui ne doit surtout pas gagner en indépendance financière, par exemple. Et ben quand une femme décide de rompre avec ce schéma familial et de se mettre en avant, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué et souvent parce que tu vas te retrouver dans une situation, alors pas d'échec, parce que, alors attention, derrière l'échec, il y a aussi un problème de persévérance et de ténacité, mais ça, c'est encore autre chose. Mais on peut avoir cette sensation du coup d'échec, ou en tout cas de ne pas réussir son notre objectif, et donc faire marche arrière, et là, miraculeusement, ça marche. Tu vois, là, c'est vraiment l'inconscient familial qui est en train de faire le job, quoi. Je sais pas si je réponds si je réponds à ta remarque, mais... Oui. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui... Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont en ligne, s'il y a des questions. Alors moi, je ne le vois pas, donc c'est bien aussi. Je plaisante. Non, je ne sais pas s'il y a des questions, effectivement. Alors, si j'ouvre là, il y a des échos. Donc, si vous regardez, si vous êtes là, ou si vous regardez après en enregistrement, on serait intéressé d'avoir votre point de vue. Comment ça vous parle? Alors, attends, il y a des questions. Oui. Alors, Valérie qui demandait comment on fait. D'accord. On a répondu. Alors, j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie, et à Sina aussi, d'ailleurs. On pourrait rester des heures avec ce sujet. Non, mais c'est un sujet qui est passionnant parce que tu vois... Attends, tu sais que j'ai... Ça a coupé, je suis désolée. Ouais, ça veut dire que ça voulait dire, bon, les filles, vous arrêtez de parler, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un sujet. Je suis rentrée parce que il y a une motocyclette qui s'est amusée à faire du bruit. Oui, c'est un sujet qui est passionnant parce que tu vois, rien que le leadership, on pourrait en parler des heures et parce que finalement, le leadership aussi, c'est une définition personnelle qui nous appartient finalement. Et puis la transmission, alors là, il y a tout un programme. Oui, et ce que je te disais avant que ça a coupé, et je m'excuse aussi pour ceux qui écoutaient, j'ai découvert que en moyenne, l'âge moyen des femmes pour que leur niveau de confiance soit équivalent à celui des hommes. Attends, je te laisse, vas-y, essaie de deviner. À quel âge est-ce qu'en moyenne, les femmes se mettent en le même niveau de confiance que les hommes? Voilà. C'est un truc de dingue, franchement. J'ai autour de 40 ans, mais je ne sais pas. Ah, on a encore perdu. Alors, je disais tout à l'heure, pour résumer, en attendant que Anna nous rejoigne, si elle arrive à se reconnecter. Ce que je retiens tout ça, ce que j'ai envie de vous transmettre aussi par rapport à cette notion de leadership, en fait, ça revient vraiment à cette question d'unicité. Il y a mille et une manières d'exprimer ce leadership-là.
Et on disait tout à l'heure, ça revient à toute cette capacité à mener sa vie, à toute sa capacité à se mettre en mouvement par rapport à ses propres envies, ses désirs, etc. Et ce qui revient simplement aussi à cette notion d'unicité, en fait. Pour moi, le leadership, ça revient à ça. Mais pour pouvoir trouver cette unicité, ben, on a entendu tout à l'heure, nous faisons partie d'un tout, et puis il y a tout un système qui est de toute façon là. Et on est obligé, quelque part pour moi, c'est d'accepter ce système-là. Mais accepter n'est pas de la soumission, mais au contraire, comment est-ce que je peux accepter que je fais partie de ce tout-là, accepter qu'il y a des choses qui passent à travers moi, mais que je peux décider aujourd'hui, à un moment donné, de faire le tri de qu'est-ce que je transmets ou pas. Alors, vous êtes en plein direct, hein, c'est déjà du direct. Je vais terminer ici. Dites-nous en commentaire si le sujet vous intéresse, qu'est-ce que ça réveille en vous, est-ce que ça vous interpelle? Et puis, on pourra revenir volontiers vous répondre, que ce soit Anna ou moi. Et puis, avec grand plaisir de vous retrouver, soit sur ce même sujet, ou il y en a tant d'autres autour de cette notion de leadership et de transmission. À bientôt, merci d'avoir été là, ciao ciao.